Hey, salut la team lactée, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de 11 choses à savoir sur l'allaitement pour en finir avec les remarques désobligeantes. Donc d'ores et déjà, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir, c'est la vidéo d'hier, elles vont se suivre, il va y en avoir 3 logiquement, 3 peut-être 4. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir la partie d'hier, hein, voilà. Sur ce, nous, on continue, on s'est arrêté au point 3 avec lequel j'étais pas tout à fait en accord. À l'heure où je tourne cette vidéo, bien sûr, elle n'est pas sortie, donc je n'ai pas été voir vos commentaires, mais j'irai les voir, bien évidemment, au moment de la sortie de la vidéo. On continue donc cet article qui se veut démonter des idées reçues pour nous redonner confiance ou pour nous donner confiance ou nous permettre d'être à l'aise dans notre allaitement. Hier, je n'ai pas tout à fait d'accord avec le point 3, donc on continue un peu plus, on passe au point 4, 5 et 6 logiquement. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Alors, dans les remarques désobligeantes que l'on peut avoir et la façon dont on peut les démonter, on a l'allaitement est à la demande. Effectivement, l'allaitement est à la demande. Donc l'allaitement, on nous dit que l'allaitement n'a pas forcément besoin d'être réglé comme une pendule. Ouh là là, mais attendez, je vais beaucoup trop vite. On est d'accord que je vous ai dit que cette vidéo était la suite de cette hier, mais qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Je ne vous ai pas dit de vous abonner et je ne vous ai pas dit d'enclencher la petite cloche. Et c'est d'autant plus important que là, nous sommes sur une série de 3 vidéos, voire peut-être 4 vidéos. Donc c'est très important finalement de vous abonner et d'enclencher la petite cloche pour avoir la suite de l'histoire, n'est-ce pas ? Donc faites ça là tout de suite. Et bien entendu, je le rappelle, mais normalement je n'ai plus à le rappeler, si vous ne pouvez pas vous asseoir pour regarder la vidéo, n'hésitez pas à mettre des écouteurs pour m'écouter, voilà, tout simplement. Et si vous voulez vous détendre, si vous voulez avoir la sensation que l'allaitement c'est facile, si vous voulez aller contre l'idée que tout le monde nous balance que l'allaitement c'est difficile, que l'allaitement c'est pas naturel, que télécharger l'application à pas de mois allaitement. C'est une application qui est là pour faciliter l'allaitement des parents et c'est une application qui est là pour se battre contre l'idée que l'allaitement c'est difficile, que l'allaitement c'est pas naturel. Voilà, on remet l'église au centre du village chez nous. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application. Et puis en plus comme ça, vous serez au sein d'une communauté qui partage vos valeurs. Allez, sur ce, on continue avec le fameux point 4. Je reprends sa lecture. On dit donc au point 4 que l'allaitement est à la demande. Je suis d'accord. L'allaitement n'a pas forcément besoin d'être réglé comme une pendule. C'est même une obligation, on oublie la montre. Règle numéro 1 de l'allaitement, tu oublies la montre. Règle numéro 2, tu oublies la balance, au moins le plus possible. Une fois par mois, tu la vois et c'est très bien. Bien sûr, hors enfant qui présenterait des soucis de santé. Malgré les remarques, il n'y a pas de rythme à s'imposer, on est d'accord. En effet, il est possible que le nourrisson réclame à heure régulière, mais si ce n'est pas le cas, aucune inquiétude à se faire. En principe, le bébé tète plus le bébé tète, plus il y a de lait. C'est la fameuse loi de l'offre et de la demande. Jusque-là, je suis tout à fait d'accord, contrairement à hier où on s'est arrêté sur un passage qui m'a un petit peu chafouiné. Là, je suis totalement d'accord. Effectivement, on ne regarde pas sa montre, on oublie sa montre, on pète sa montre, on la perd quelque part et on enlève les piles de la pendule à la maison, on dérègle le four, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas de notion d'heure. Et effectivement, on applique la loi de l'offre et de la demande. Plus un bébé va téter, plus on va produire. En fait, plus un bébé va drainer un sein, on ne vide pas un sein. J'ai dû le rappeler encore récemment, un sein ne se vide pas. Je vous rappelle que même un bébé boit seulement 67% du lait contenu dans le sein. Donc un sein ne peut pas être vidé, desséché, asséché, c'est impossible. Par contre, on peut le drainer au maximum parce que plus il est drainé, plus le cerveau reçoit l'information qu'il doit produire. On continue, cela rend préférable l'allaitement à la demande, particulièrement les 8 premières semaines, afin de stabiliser la production de lait. Alors, on entend un peu tous les chiffres, on entend qu'il faut 15 jours, on entend qu'il faut 3 semaines, là il y a 8 semaines, on entend les 3 premiers mois, on entend... Dans le principe, on parle de mise en place de la lactation durant les 3 premiers mois. Ensuite, on va parler d'une relactation si jamais il y a besoin de relancer une lactation, on va parler de relactation entre 3 et 6 mois, d'accord ? Voire un peu plus. Mais j'aime pas qu'on donne des chiffres comme ça parce qu'il y a trop de parents qui s'accrochent à ce genre de chiffres et qui se disent au bout de 8 semaines, allez, j'arrête l'allaitement à la demande. 8 semaines, ça fait 2 mois. 2 mois, c'est beaucoup trop court pour arrêter un allaitement à la demande. C'est beaucoup trop court pour réguler les tétés. De toute façon, si vous régulez les tétés, si vous donnez à heure fixe,
vous risquez de passer à côté de besoins de l'enfant. Puisque je vous rappelle que la tétée, elle ne sert pas simplement à nourrir, elle ne sert pas simplement à manger, elle sert aussi au développement émotionnel et psycho-affectif de l'enfant. Elle lui sert à se rassurer, elle lui sert à transitionner dans ses phases de sommeil, très important. Elle lui sert à énormément de choses. Donc, 8 semaines, c'est très léger, très très léger. Après, je comprends que certains articles ou certaines personnes mettent un chiffre comme ça, parce qu'ils se disent « Ah, il faut pas faire peur ». Ouais, non, il faut pas faire peur, mais il faut pas mytho non plus. À un moment donné, si tu dis pas clairement les choses, ça peut prêter à confusion, et c'est là qu'on se retrouve avec des parents qui, à 8 semaines, top chrono montre en main, vont commencer à réguler les tétés et vont pas comprendre que leur lactation baisse, que leur enfant perd du poids, que... Donc, jusqu'à la reprise du travail, et on va plutôt le dire comme ça, jusqu'à la reprise du travail, c'est open bar et c'est à la demande. Une fois qu'on a repris le travail, bien sûr qu'il va y avoir les sessions où bébé va être gardé, peu importe par qui, et quand on est à la maison, c'est open bar et on ne regarde pas, que ce soit le soir, le matin on doit se préparer, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, que ce soit le soir quand on rentre, ou que ce soit les mercredis, enfin les jours de repos qu'on a dans la semaine, ou les week-ends. D'accord ? Pour vous assurer que votre enfant prend correctement le sein, mieux vaut surveiller ses couches plutôt que de lui imposer un rythme de mise au sein. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. On parle à partir du 6e jour, on parle de 6 couches bien remplies d'urine par jour. Et on se fie surtout à ça. On se fie aussi à l'éveil de son bébé. Bien évidemment que si on a un bébé qui est éveillé, dans ses temps d'éveil qui est souriant, dans le partage, voilà, vous allez connaître votre bébé, hein, au fur et à mesure, vous allez vous apprendre l'un l'autre. Effectivement que là, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Si on a un bébé qui est très très à plat, très amorphe, qui dort énormément, qui tète très 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 peu, vraiment très peu, au point qu'on se dit « Oh, c'est normal qu'il tète si peu ». Bon, là, on commence à aller consulter, effectivement. Point 5, l'allaitement ne doit pas être douloureux. Intéressant. Je suis d'accord, on va voir comment il le traite. Les premiers jours de montée de lait passés, ils ont raison, l'allaitement ne doit pas être douloureux. Alors attention, il peut mais il ne doit pas. On va voir s'ils vont jusqu'au bout de l'idée. Ce processus requiert un temps d'adaptation pour que le mamelon soit moins sensible. Ça, c'est vrai. Aussi, montée de lait signifie sein engorgé, lourd, tendu, chaud et parfois même fièvre. Oui, on parle d'engorgement physiologique. En fait, c'est comme avec votre tuyau d'arrosage. Votre tuyau d'arrosage, si vous l'avez laissé ranger tout l'hiver, il est un peu tout raplapla, il s'est desséché, il a enroulé sur lui-même, etc. Et puis quand vous ouvrez le robinet d'eau, vous ouvrez d'un coup votre robinet d'eau pour le jardin, vous l'ouvrez d'un coup. Qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est à l'autre bout? Vous lui dites « Tu me dis quand l'eau elle arrive, hein ?» Si elle l'a pas pris en main, qu'est-ce qui peut lui arriver? Parce qu'elle est en face, là, comme ça, en train de regarder le tuyau d'eau. Elle se prend toute l'eau dans la tronche. Parce que la vanne a été ouverte tellement puissamment de l'autre côté que le tuyau s'est gorgé d'eau. Et donc, ça explose à la sortie. Alors, sans parler de la sortie, on va parler du tuyau d'eau. L'allaitement et la montée de lait, c'est la même chose. Pendant 8 mois, à peu près, un peu moins, parce qu'on commence à synthétiser du colostrum à partir du 4e mois de grossesse, donc pas tout à fait 9 mois, 9, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, donc à peu près 5 mois. Pendant 5 mois, les vannes ont été fermées, le lait était en interne, ça c'est un circuit interne, certaines ont eu des fuites, d'autres non. Et puis, à la libération du placenta, à la libération des hormones placentaires, il y a un message qui est envoyé au cerveau en mode « Hey gars, vas-y, ouvre les vannes !» Et lui, il sait pas le bébé, il l'a pas appris, il sait pas quel est le rythme du bébé, il sait pas quels vont être ses besoins. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit faire survivre ce petit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les vannes à fond. Et qu'est-ce qui se passe? Comme dans le tuyau d'arrosage, l'eau est envoyée d'un coup et ça gonfle très fort. Voire même, si y a eu des fragilités pendant l'hiver sur votre tuyau d'arrosage, vous pouvez avoir des endroits de votre tuyau d'arrosage qui va péter sous la pression de l'eau qui arrive. Ben, c'est exactement la même chose dans les seins. Donc en fin de compte, le cerveau va ouvrir les vannes en mode « Ouais, on arrose !» Et puis en fait, les canaux lactifères qui ont pourtant grossi, qui se sont un peu développés pendant la grossesse, ne sont pas prêts à cet afflux massif de lait qui arrive, et non pas d'eau, de lait qui arrive. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, comme à chaque fois que vous vous cognez dans un mur, que vous êtes un peu malade, comme à chaque fois qu'il y a un déséquilibre dans votre corps, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, je suis malade. Oh les gars, oubliez-moi, je suis malade.
Oh là là là, je sais pas ce qui se passe. Je vais lui donner de la fièvre parce qu'il se passe un truc à l'intérieur de notre dedans, c'est le boxon. Oh là là, ça me va pas du tout. J'étais pas prêt. Oh, j'étais pas prêt. Oh, faut lui donner de la fièvre, on va lui donner des courbatures, elle va rester couchée, on va voir ce qui se passe. Voilà. Le corps, il se met en alerte. Il se dit, oh là là, ce n'est pas normal. Et il a raison, pas normal d'ouvrir les vannes aussi vite. Donc, il se met en alerte, et donc, effectivement, on va avoir éventuellement chaud, des suées, chaud-froid, de la fièvre, etc. Et on parle donc d'un engorgement, le fait qu'il y ait beaucoup, un engorgement, mais physiologique, parce qu'il est dû à l'ouverture des vannes. Les autres engorgements qu'on pourra subir pendant l'allaitement ne seront plus des engorgements physiologiques, ce seront des engorgements mécaniques. C'est parce qu'il y aura eu un petit souci, une petite couille dans le pâté, comme on dit. Hein, voilà. Donc, on parle d'engorgement physiologique. Je reprends la lecture. Si après cela, une douleur persiste, et ça peut, c'est certainement qu'il y a un souci quelque part, pas toujours. La plupart des cas sont souvent solvables très facilement. Oui, après un engorgement ou une mastite, je fais une pause, après un engorgement ou une mastite, il peut rester ce qu'on appelle une douleur résiduelle, j'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec une maman par message privé. Il peut rester une petite douleur résiduelle comme de l'ordre de s'être pris un bleu. Vous savez quand vous faites un bleu, des fois vous voyez pas forcément le bleu ou alors vous le voyez plus ou il est devenu un peu orange, vous savez, et puis en fait il est en train de passer, mais vous avez toujours cette petite douleur résiduelle à l'endroit où vous vous êtes cogné, où vous avez eu votre bleu. Bon bah c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un peu comme un bleu en interne, il y a une petite douleur résiduelle qui peut y être sans pour autant que vous n'ayez plus d'engorgement. C'est pour ça que il y a un souci quelque part, oui et non. Il faut plutôt faire checker ou se faire accompagner et voir si effectivement ça a pu passer à autre chose, c'est-à-dire qu'un engorgement peut passer à une mastite peut passer à un abcès, enfin pas vraiment dans des cas très complexes, mais ça peut. Et dans ce cas-là, on fait checker avec une consultante IBCLC, ou juste c'est juste une douleur résiduelle. Vous voyez que le lait s'écoule, le bébé prend bien du lait, enfin voilà, tout se passe bien, sauf qu'il y a encore une légère douleur, c'est ce qu'on appelle une sensation de bleu résiduel. Donc la plupart des cas sont solvables très facilement. Effectivement, quand on parle d'un engorgement physiologique, la meilleure technique c'est de faire téter bébé, hein, tout simplement. Il est possible que les nourrissons ne prennent pas bien le sein et qu'ils aient des freins buccaux restrictifs, qu'ils soient en pic de croissance, etc. Alors, oui, il peut y avoir des freins restrictifs, il peut y avoir des freins, mais nous avons tous un frein, tout le monde, parce qu'en fait, si vous prenez, vous savez que quand un fœtus se forme, vous savez, il y a les espèces de deux morceaux, puis vous savez, on se colle au milieu là, et c'est ce qui fait qu'on a une petite fente ici, c'est ce qui fait qu'on a un frein ici, c'est ce qui fait que les garçons ont un frein au pénis, c'est ce qui fait qu'on a une jolie ligne colorée quand on est enceinte au niveau du ventre, etc. C'est ce qu'on appelle la fermeture du tube neural. Et le frein, ce sont des résidus de la fermeture du tube neural qui se sont agglomérés là, il y en a en trop, il y a trop de bordel, il y en a en trop, il a foutu ça là. Mais pour autant, tous les freins ne sont pas restrictifs pour l'allaitement. Il peut y avoir des freins qui vont s'avérer restrictifs dans le temps pour l'enfant, difficulté de prononciation, difficulté pour manger, voilà. Ça va poser d'autres difficultés, mais qui pour autant ne l'auront jamais empêché d'allaiter. Aucun souci. Ce qui est le cas de mes deux enfants. Donc, attention, tous les freins buccaux ne sont pas restrictifs. En plus, il existe les freins de langue, les freins de lèvres, là et là, et les freins de joues. Voilà, il y a même des freins dans les joues parfois. Donc bon. Et qui sont en pic de croissance. Très intéressant les pics de croissance, effectivement, il y a des pics de croissance réguliers. Je rappelle une règle mathématique et mémotechnique des pics de croissance, 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18, alors, multiple de 3, ok ? 3, 6, 9, 12, 15, multiple de 3, 18. Attention, 3, 6, 9, 12 minutes, heures, jours, semaines, mois, années. Ça fait beaucoup de pics de croissance tant que l'enfant n'a pas atteint au minimum 1 mois. C'est pour ça qu'on a la fameuse nuit de la Java qui est à peu près dans la seconde nuit. Donc là, c'est la descente hormonale pour bébé qui retrouve un peu de pêche alors que nous, on est plutôt raplapla, mais que du coup, le J3, il t'aide beaucoup. Hein, voilà. Donc, les pics de croissance sont valables en minutes, en heures et en mois. Et en semaines et en mois.
Et en année, quand on fait de l'allaitement anthropologique. Si, je peux vous le confirmer. Avec 6 ans d'allaitement au compteur, soit 8 au total, je peux vous assurer que, oui, il y a des pics qui se comptent en année aussi. Donc, c'est bien de parler des pics de croissance, mais c'est bien de aussi vraiment expliquer aux parents que il y a la règle mathématique du 3, 6, 9, 12, multiple de 3, 15, 18, etc. Mais c'est minutes, heures, semaines, jours, semaines et mois et années. Donc c'est pour ça qu'au début, on a des parents qui vont dire « Oh là là, mais c'est tellement intense l'allaitement, c'est trop, il est tout le temps au sein, c'est... Oh, j'en peux plus, mais pourquoi il tète autant? Mais oh, c'est compliqué, j'ai l'impression que je fais que ça. De mes journées, je suis assise dans le canapé, j'ai les boobs à l'air et il tète, et il tète, et il tète. » Bah oui, mais bon, si déjà d'office on leur expliquait la règle des multiples de 3 en leur disant que c'est minutes, heures, jours, semaines et mois, le premier mois, tu t'en sors pas en fait. Tu as l'impression de faire que ça, et c'est normal. Et c'est logique, parce qu'il y a besoin d'une mise en place et d'un entraînement. Je rappelle qu'il n'y a pas de musculature au niveau de la mâchoire. Tout, ça va entraîner aussi une certaine élasticité, une certaine musculature. Et vous obtenez pas des triceps et des abdos en 2 jours de temps, hein. Ça vous demande du temps, du travail, et c'est répétitif, et on commence à voir les résultats au bout d'une semaine, je commence à perdre du poids, ou je commence à avoir un peu plus de machin, ou au bout d'un mois, j'ai un peu plus, puis au bout de 3 mois, puis c'est la même chose, donc il a besoin d'entraîner ses muscles, il s'en servait pas avant, hein. Donc voilà, si on expliquait ça aux parents, je pense qu'il y aurait bien moins de surprises. Quant à la personne qui allaite, il ou elle peut présenter des crevasses, un engorgement, ou encore un canal bouché. Alors, ça peut arriver, mais c'est pas une généralité. Encore une fois, un des premiers principes, qui quand même commence à bien se vérifier, hein, maintenant qu'on en parle, c'est l'accordage. L'accordage entre la position de la maman et l'orientation du bébé. Hein, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la remettrai là, parce que sinon on va passer encore 20 minutes sur cette vidéo, déjà qu'on arrive, on n'est pas si loin et qu'il nous manque encore un point. Si vous voulez vider un peu vos seins, non, on ne vide pas son sein, on le draine. Ça n'existe pas, on ne peut pas vider un sein, il ne peut pas se retrouver à sec. Vous pouvez utiliser un tire-lait avant chaque tétée. Alors, on draine le sein, on enclenche le réflexe d'éjection avec un tire-lait, mais on ne le vide pas. Et pour soulager la douleur, il ne faut pas hésiter, surtout qu'en plus, si vous stimulez, alors que vous avez un engorgement, votre sein avec un tire-lait, c'est le jeu du serpent qui se mord la queue. Et pour soulager la douleur, il ne faut pas hésiter à nourrir bébé dès qu'il ou elle le réclame, avec des tétées assez longues pour que les seins se remplissent bien. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'un bébé tète extrêmement bien, voire même mieux, en dormant. Voilà, donc faut pas hésiter à non pas quand il réclame, mais tout simplement à le garder sur vous pour qu'il ait accès au sein dès qu'il en a envie, parce que vous allez voir que quand vous le gardez sur vous, même quand il dort, il peut se glisser et arriver au niveau du sein et téter en dormant, tout simplement. Bon, on entame le 3e point du jour, parce que sinon on va en faire 10 vidéos de ce truc. L'OMS, c'est la reprise du travail. Qui a dit qu'allaitement était incompatible avec travail? Ah, pas moi. L'Organisation mondiale de la santé préconise 6 mois d'allaitement exclusif, puis mixte. Ah, ça prête à confusion, les gars. Même moi, puis mix jusqu'aux 2 ans. Alors, ce qu'on veut dire plutôt, c'est que l'OMS préconise 6 mois d'allaitement exclusif et l'allaitement jusqu'aux 2 ans et plus en complément d'une alimentation adaptée. Parce que mixte, on peut croire qu'on passerait au PCN, c'est un peu produit commercial pour nourrissons, c'est un peu tendancieux. Beaucoup pensent que la reprise du travail pose rapidement problème aux allaitants, aux allaitantes. Or, le Code du travail encadre l'allaitement au travail, tout à fait. Ainsi, les droits des parents allaitants sont affirmés depuis 1973 par les articles L224-2 et L224-3 et L224-4. Ils ont été réaffirmés et complétés récemment par des décrets du Conseil d'État. Ceux-ci permettent soit d'allaiter sur son lieu de travail, soit de disposer d'1 heure par jour, divisable en 2 demi-heures d'ailleurs, travailler pour allaiter un bébé de moins d'1 an, ou tirer son lait par exemple. Exprimer son lait, hein, c'est plus joli. Selon les conventions de l'entreprise, cette heure peut être rémunérée. Alors il est parfaitement possible de continuer à allaiter son enfant après la reprise du travail, même si les remarques que vous entendez vous disent l'inverse. Pour cela, il faut se servir des outils mis à notre disposition et en alliant cela avec une bonne organisation. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre syndicat. Et quand ça dépasse les 1 an et que vous voulez continuer,
pensez aux tire-laits qui se glissent. Alors, je n'ai pas de retour dessus, mais si vous en avez, mettez-le en commentaire sur les tire-laits qui se glissent dans les soutiens-gorge. En fait, comme ça vous permet de pas... Vu que vous n'avez plus de pause, en réalité, pour exprimer votre lait, ça vous permet de continuer à l'exprimer tout en continuant à travailler, donc sans prendre nécessairement de pause, puisque vous n'y avez plus le droit, et tout en continuant à exprimer votre lait, et du coup, comme ça, eh ben, vous pouvez continuer à faire vos réserves. Je n'ai pas de retour sur ces produits, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je sais que j'avais déjà pu échanger avec d'autres mamans, à ce sujet, et effectivement elle trouvait que c'était plutôt bien, j'avais plutôt eu de bons retours jusque là, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 3 points d'aujourd'hui. On en débat en commentaire comme d'habitude en toute bienveillance et dans le respect des choix de chacun. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, pour ceux qui ont l'application vous savez pourquoi je dis ça, et ben je vous dis à demain pour la suite. Voilà, allez, la bise au chat, ciao, à demain.